Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné hier soir Alger au terme de sa participation au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COP 27 en Égypte. En marge des travaux de la COP 27, le président de la République a rencontré plusieurs dirigeants arabes, africains et européens. Pour répondre aux défis actuels dans la protection de l'environnement, l'Algérie adapte ses installations industrielles aux normes internationales. Exemple au groupe industriel des ciments d'Algérie JICA. On parlera aussi de GPL, une alternative que les pouvoirs publics souhaitent généraliser à travers une stratégie environnementale ciblée. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, en visite de travail et d'inspection dans plusieurs wilayas du pays du sud du pays. Ils étaient hier à Bourj Beji Mokhtar où il a inauguré un projet de raccordement au réseau électrique du village Ben Rmdan au profit de 130 bénéficiaires. Et puis ce vibrant hommage rendu aux membres de la troupe artistique du Front de Libération Nationale lors d'une cérémonie à l'Opéra d'Alger présidée par le président de la PN, Brahim Bourali, et le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné Alger hier soir au terme de sa participation au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Cheikh en Égypte. Hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris part à Sharm el-Cheikh aux travaux de la conférence des parties à la Convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Sur invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, cette session de 2 jours traite de dossiers concernant la transition juste de l'investissement dans le futur de l'énergie et le financement innovant du climat, les changements climatiques et la survie des sociétés fragiles, en plus de la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire et hydrique. Avant le début des travaux, le président de la République a pris une photo de groupe réunissant les chefs d'État et de gouvernement prenant part au sommet sur le climat. En marge des travaux de la COP27, le président de la République s'est entretenu avec le président bulgare Rouman Radev.
Le président de la République a eu également des entretiens avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Toujours en marge des travaux de la COP27, le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Je vous invite à l'écouter. J'ai eu une rencontre fraternelle avec le président Abdelmadjid Tebboune durant laquelle nous avons discuté de questions d'intérêt commun et nous sommes entendus pour renforcer davantage nos relations bilatérales. Beaucoup de dossiers communs méritent d'être approfondis. Il est à noter également que nous avons réalisé ensemble beaucoup d'avancées dans le secteur de l'agriculture, à l'instar de beaucoup d'autres domaines. Nous avons abordé également avec le président la situation sur le plan régional. La rencontre était fructueuse et promet un bel avenir pour nos relations bilatérales. Toujours en marge des travaux de la conférence de Sharm el-Sheikh sur les changements climatiques, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré plusieurs dirigeants arabes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est également entretenu avec plusieurs dirigeants africains. Le président de la République s'est entretenu également avec des dirigeants de plusieurs pays, notamment le président français Emmanuel Macron, qui l'a félicité pour la réussite du sommet arabe que l'Algérie a organisé les 1er et 2 novembre. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, en visite de travail et d'inspection dans plusieurs wilayas du sud du pays. Il était hier à Borj Beji Mokhtar où il a inauguré un projet de raccordement au réseau électrique du village à Banamdan au profit de 130 bénéficiaires. Arkab qui a indiqué que les programmes en cours de réalisation et ceux prévus dans cette wilaya permettront d'augmenter le taux de couverture en électricité à 98% fin 2024. Yemina Saïdi. Lors de l'inauguration de cette centrale électrique solaire d'une capacité de plus de 10 MW à Borj Beji Mokhtar, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a mis l'accent sur l'importance de la généralisation de l'usage des panneaux photovoltaïques dans les centrales électriques, soulignant l'importance de cette réalisation dans la création d'activités agricoles et industrielles, notamment dans le secteur des mines et des industries manufacturières.
Cette centrale électrique photovoltaïque de 10 MW s'inscrit dans le cadre du programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ce projet a deux principaux objectifs. D'abord, couvrir les besoins de la wilaya en électricité, mais aussi réduire la consommation du diesel et les coûts de transport de carburant qui sont très importants. Mohamed Al-Qab a affirmé dans le même sillage que la réalisation d'une deuxième centrale solaire à Timyaouen de 2 MW permettra de passer à 12 MW d'énergie solaire dans la région pour couvrir les besoins de toute sa population. Notre objectif aujourd'hui est de généraliser ce type de centrale électrique. La réalisation d'une deuxième centrale à Timyaouen permettra d'atteindre 12 MW. Pour cette région, la couverture globale en électricité dans la wilaya de Borj Beji Mokhtar entre le solaire et le conventionnel s'élève à 80 MW, une capacité de production d'électricité largement suffisante pour investir dans les secteurs agricoles et industriels. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie et des Mines a rappelé les projets relatifs au secteur des mines dans la wilaya, soulignant que son département ministériel a fait une étude approfondie concernant la réserve de la région dans ce domaine, ce qui rend nécessaire l'exploitation des opportunités offertes. 7 mois seulement après sa mise en évidence, le champ pétrolier HDLS relatif au contrat de Zemlet El Arbi vient d'entrer en production, situé au niveau du bassin de Berkine, dans la wilaya de Ouargla. La mise en production de ce champ est intervenue en octobre en partenariat avec le groupe italien Eni et produit actuellement 10 000 barils de pétrole par jour. Le groupe Sonatrach, qui en a fait l'annonce, a indiqué qu'une augmentation du niveau de production est attendue à travers la mise en œuvre d'un plan de développement accéléré qui prévoit notamment le forage de nouveaux puits en 2023, permettant ainsi d'atteindre un potentiel de production de l'ordre de 17 000 barils de pétrole jour. Énergie renouvelable. Pour en parler, on vous emmène à l'unité de développement des équipements solaires de Bousmaïl, l'UDSE. L'UDS a développé plusieurs projets, dont certains sont fin prêts et n'attendent qu'à trouver preneur. Reportage de Naïm Al-Walish. L'unité de développement des équipements solaires de Bousmaïl travaille d'arrache-pied sur de nombreux projets liés exclusivement aux énergies renouvelables. L'institution, qui tourne à 20% avec l'énergie solaire, a d'ores et déjà développé un prototype de maison intelligente prête à servir institutions et foyers. On est devant la maison solaire intelligente de Bousmaïl, qui représente le premier prototype en Algérie des maisons intelligentes connectées au réseau. On travaille sur le développement des systèmes intelligents qui permet d'assurer un balancing, une balance entre l'énergie produite par l'énergie photovoltaïque, l'énergie consommée par les équipements électroménagers de la maison ainsi que l'énergie stockée. Donc, dans le but d'assurer une autoconsommation sans avoir besoin du réseau électrique. Cela permet aussi de réduire la facture d'électricité, d'abaisser la pression sur le réseau électrique de Sonalgaz. Mais encore, l'unité développe quantité de prototypes liés aux différentes applications telles que le dessalement de l'eau de mer, des eaux saumâtres, épuration des eaux usées, le séchage de produits alimentaires dont les prototypes n'attendent qu'à trouver preneur. Notre équipe travaille sur le dessalement des eaux de mer et saumâtres par énergie solaire. Donc on a plusieurs thématiques. On a la distillation solaire. On a le traitement des eaux ou les dessalements par osmose inverse et en utilisant l'énergie solaire, comme on a l'élaboration des membranes. À propos de la distillation solaire, on a réalisé plusieurs prototypes. C'est des prototypes qui sont outdoor, qui nous ont donné de bonnes qualités d'eau, qui sont aux normes l'OMS et FAO. Et le but est d'installer 6 systèmes dans des régions arides comme le sud algérien. On a le problème d'eau qui est toujours saumâtre, et on a le problème d'électricité. On a le gisement solaire très important dans le sud déjà, et on a le réseau électrique très perturbé dans des régions. Donc c'est pour ça qu'on utilise, on a opté pour cette thématique. Nous travaillons également sur des projets de recherche appliquée en collaboration avec nos partenaires socio-économiques dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, le transport, l'eau,
par exemple, comme le dessalement, l'épuration des eaux usées et d'autres domaines importants. Notre objectif phare est de rendre cette unité une unité de recherche référence en termes de fonctionnement en énergie solaire. Actuellement, on est à 20% de fonctionnement en énergie solaire et notre objectif d'atteindre 100%. Nous avons également des projets internationaux en collaboration avec des partenaires européens et africains. Et nous avons d'autres projets dans les PNR. Les PNR, c'est les projets nationaux de recherche et notamment dans la rubrique de sécurité énergétique et sécurité alimentaire. Visant à économiser les ressources fossiles et réduire les émissions à effet de serre, les différents projets sont prêts pour accompagner clé en main partenaires publics et privés. Pour répondre aux défis actuels dans la protection de l'environnement, le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, a consacré des investissements importants pour l'installation de nouveaux équipements qui répondent aux normes internationales dans la préservation de l'environnement. Reportage Maya Kharfi, le commentaire est signé Malika Blel. De nouveaux procédés de traitement de déchets de la cimenterie de Chlef ont été introduits par le groupe des ciments JICA, tout en prenant en considération la protection de l'environnement. Nous avons obtenu la certification ISO 14001 en 2021. Nous avons des inspecteurs de l'environnement qui viennent inspecter et vérifier toutes les installations. Nos services procèdent à l'opération de contrôle et d'inspection à travers des visites inopinées pour vérifier les normes environnementales. De grands efforts ont été entrepris par le groupe JICA afin de préserver l'environnement. Les cadres de l'entreprise ont même été formés pour être au diapason des nouvelles techniques. Nous avons fait appel à un bureau de renommée mondiale, à savoir Afar Afnor, qui a accompagné le groupe JICA afin d'avoir la certification selon les 3 référentiels, surtout le 14001 2015. Le certificat, c'est-à-dire la certification selon les 3 référentiels, le 14001 2015. Notre politique de qualité est claire, la préservation de l'environnement grâce notamment à la réduction des émissions de résidus de gaz et de la poussière et le recyclage des déchets. En ce qui concerne les déchets liquides, nous avons un laboratoire, une sorte de hangar où nous stockons des barils remplis d'influents liquides que nous récupérons pour les analyser. Nous traitons également les déchets solides. Pour le groupe JICA, la gestion des déchets est devenue une priorité avec la réduction des émissions de poussière grâce à des installations de filtres à manches et l'incinération des déchets dans l'ensemble de ces cimenteries. Le GPL Sirrez, une alternative peu coûteuse et écologique. Plusieurs conducteurs algériens ont adopté et surtout une alternative que les pouvoirs publics souhaitent généraliser à travers une stratégie environnementale ciblée. Les détails avec Yasmine Soudi. Économique et écologique, le GPL Sirraz est l'un des carburants les moins polluants, devenu depuis quelques années le principal carburant alternatif aux carburants conventionnels. Depuis que j'ai adopté le GPL, je n'ai trouvé aucun problème. Il est peu coûteux et bon pour l'environnement. C'est une opportunité pour faire de l'économie d'argent ou ne pas gaspiller de l'argent. Troisième point, c'est le point écologique. Nous sommes dans un atelier d'installation des kits GPL à Boumerdas. Il fait partie des 50 ateliers que possède Naftal aux 4 coins du pays. Côté sécurité, il faut souligner que toutes les installations GPL de Naftal sont conformes aux normes internationales. Le GPL est un ami de la nature et meilleur pour l'environnement en comparaison avec l'essence et le fioul. Le GPL, une alternative que les pouvoirs publics souhaitent généraliser à travers une stratégie environnementale ciblée qui vise principalement à contribuer à la protection de l'environnement.
Les axes de la transition énergétique concernent tout d'abord la rationalisation de l'énergie et l'application des normes énergétiques efficaces. Le troisième axe, c'est le renforcement de l'utilisation des énergies renouvelables dans la production de l'entreprise. Et enfin, la contribution au programme national de maîtrise et de rationalisation de l'énergie. Il faut savoir que Naftal contribue à hauteur de 30% aux efforts de l'État qui visent à assurer une sécurité énergétique pour un développement durable. Sport maintenant, à 2 mois du début du CHAN 2023, l'Algérie est en train de finaliser les derniers préparatifs au niveau des infrastructures sportives, à l'instar des stades du 19 mai 1956 et Colonel Chabou dans les wilayas d'Annaba et Constantine qui ont bénéficié d'opérations de réhabilitation en prévision de cet événement sportif. Abdelmalek Znaidia, Rina Lerari. Les travaux de réhabilitation des 2 stades du 19 mai 1956 de Annaba et Colonel Chabou de Constantine, qui abriteront le CHAN 2023, touchent à leur fin. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag, a effectué une visite de travail pour s'assurer de l'avancée des travaux. La wilaya de Annaba sera bientôt prête à accueillir cet événement sportif. Au cours de sa visite d'inspection, le ministre a insisté sur l'impératif de l'achèvement des travaux des 2 infrastructures sportives qui ne doivent pas aller au-delà d'une semaine. Le dernier délai pour la fin des travaux est fixé au 15 novembre prochain. Les travaux ont très bien avancé à l'instar de ce stade dédié aux entraînements. C'est à partir du stade Colonel Chabou de Constantine que le ministre a appelé les autorités locales à effectuer les dernières retouches, et ce, dans les plus brefs délais. Après concertation, le wali de Constantine, ici présent, supervisera le reste des travaux jusqu'à leur fin. Nous comptons porter notre candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Ce CHAN 2023 constitue un test event pour l'Algérie qui est prête à organiser et à accueillir d'autres événements internationaux. Outre les travaux de réhabilitation de ces infrastructures sportives, des opérations d'embellissement des 2 villes sont en cours avec des moyens colossaux déployés pour la réussite de cet important rendez-vous sportif. Et puis le stade du 5 juillet à Alger accueille à partir d'aujourd'hui et au 15 novembre le tournoi UNAF U17 qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'abritera l'Algérie en 2023 avec la participation de 4 pays, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte pour un seul billet qualificatif. Un vibrant hommage a été rendu aux membres de la troupe artistique du Front de Libération Nationale lors d'une cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale populaire, Brahim Bourali, et le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. C'était hier soir à l'Opéra d'Alger en ouverture des journées de la chanson révolutionnaire. Yanis Aïd Belkacema. Les journées de la chanson révolutionnaire se poursuivent. Hier, un hommage a été rendu aux artistes militants qui ont accompagné la lutte armée durant la longue nuit coloniale. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en présence de plusieurs membres du gouvernement. المجاهد مصطفى صحنون عضو من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني نظير عطائه اللامتناهي للجزائر. المجاهد طه العامري كان من الذين حملوا لواء تعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية. المجاهد لهادي رجب وكذلك سيرة ومسيرة المناضل وعضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني المجاهدة حليمة. Nous avons toujours répondu présent. Hier comme aujourd'hui, nous sommes fiers de notre patrie. La chanson était notre arme de combat pendant la guerre de libération. Une soirée lors de laquelle la ministre de la Culture a rappelé le rôle important de la troupe du FLN dans le combat libérateur. Nous rendons hommage à la troupe artistique du FLN qui a contribué grandement à la révolution depuis sa création en 1958. C'est pourquoi nous devons rendre hommage à ses membres et perpétuer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Animés principalement par l'orchestre de variété de l'Opéra d'Alger, plusieurs artistes ont exprimé leur joie et leur reconnaissance de recevoir cette distinction au lendemain de la commémoration du 1er novembre.
Les manifestations du 11 décembre 1960, des manifestations qui ont marqué un tournant dans le processus de la guerre de libération nationale et ont réussi à sceller définitivement la fin d'une époque. L'un des architectes et organisateurs de ces manifestations, l'enfant de Bellecour, Boualem Rouchaï Dissi Zoubir, l'ami Aboudbouda a rencontré son frère et est revenu avec ce témoignage. Regardez. Rouchaï Boualem, dit Zoubir, adhérera très jeune à la cause nationale. Il rejoint l'armée de libération nationale en février 1957. Mais avant déjà, et sur cette photo prise par son frère, on le voit transporter une bombe artisanale. D'abord, il me fait jurer de garder le secret. Il me confia que lors de la prise de cette photo, le paquet était une bombe qu'il a déposée sous l'estrade des musiciens au Saint-Georges pour éliminer Robert Lacoste, mais elle n'explosa pas. Accompagnés de Mohamed Bousmaha, ils auront la lourde responsabilité d'intensifier la lutte urbaine. Et c'est ainsi qu'il sera l'un des principaux architectes et organisateurs des manifestations du 11 décembre 1960, et ce, depuis son refuge à Cuba, chez la famille Khemissa. Comment expliquer qu'en une nuit, il y ait eu des milliers de drapeaux? Tout a été minutieusement préparé. Leur sœur Ourida, couturière, passera la nuit à coudre des drapeaux. Une boîte aux lettres, elle recevait les informations pour le secteur de Bellecour. Le 11 décembre, elle a été l'une des plus grandes couturières d'emblème. Massivement recherché, il sera encerclé dans son refuge à Bellecour avec son compagnon d'armes, Mohamed Khalifa. Mais avant, il brûlera tous les papiers importants et se battra jusqu'au dernier souffle de sa vie. Il avait tout juste 25 ans. Un brigadier policier a voulu fouiller la dépouille de mon frère avec sa chaussure. Le chef des paras le gifla intensément, qu'il recula d'un mètre. Le chef des paras rassembla ses éléments et ils leur présenteront les armes, reconnaissant ainsi leur bravoure. Pour la bravoure, ils auraient pu se rendre. Des manifestations qui ont traduit le courage et la détermination de celles et de ceux qui ont tout donné pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Larbi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.